Alors, Jean-Luc Monsampès, bonjour. Merci Bonjour. d'être là. Tu es médecin, je te tutoie puisqu'on se connaît depuis un certain temps. Tu es médecin de formation, tu as beaucoup été sur le terrain, notamment avec Médecins sans frontières. Donc, tu es allé à l'étranger. Tu as beaucoup C'est ça, travaillé à l'étranger et après cette carrière sur le terrain, tu as aussi travaillé dans l'industrie pharmaceutique c'est avant ça. de reprendre et de développer l'Institut Repère pour faire ce qu'il est aujourd'hui. Et bravo pour ce beau déploiement. Et maintenant, tu t'intéresses aux applications et de la PNL et des sciences cognitives au monde de la santé. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a la chance de t'écouter aujourd'hui. Alors, je vais te poser un certain nombre de questions. Avec plaisir. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est important de prendre conscience de l'impact de la pensée sur la santé? Oui, tout à fait. Je pense que cette question vient de mon parcours professionnel, le fait d'avoir exercé la médecine dans différentes circonstances et m'être intéressé aussi bien vraiment à la médecine conventionnelle telle que je l'ai apprise et telle que j'ai pu la découvrir après, m'ont amené à cette question. En fait, moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est, je dirais, ma mission, c'est d'élargir un peu, quelque part, contribuer à élargir le niveau de conscience des médecins par rapport à ces notions de santé, de maladie et de guérison. Parce que tel que moi je l'ai appris, on est vraiment focalisé sur un aspect de la santé, alors qu'il y en a, pour moi, il y en a plusieurs. Hein. Si je devais dire brièvement ces différents aspects de la santé, il y a la santé, l'aspect scientifique, qui dira la santé, c'est la matière, c'est ce qui est objectivable, c'est ce que l'on peut voir et mesurer chez les individus. Ça, c'est la médecine conventionnelle hein, qui s'occupe de chirurgie, de médicaments, de thérapie génique maintenant, de modification comportementale. Voilà, c'est la médecine classique, conventionnelle, telle qu'elle est enseignée dans les universités et qui fait des miracles, en tout cas tous les jours, surtout pour des maladies aiguës. Il y a un autre aspect de la santé qui est aussi bien connu, celui-là, c'est plus un aspect social focalisé sur les aspects donc sociaux, techniques et économiques, c'est-à-dire avoir une assurance, avoir des hôpitaux, des lieux où on peut se soigner. Voilà, ça c'est plutôt le côté politique de la santé. Ces deux aspects sont bien identifiés, bien connus et sont présents dans la plupart des formations médicales. Et puis après, il y a deux autres aspects qui sont très peu pris en compte. C'est l'aspect individuel, l'aspect objectif, mais non plutôt l'aspect subjectif et interne. Voilà. Et donc ça, c'est un aspect, une vision très intentionnelle de la santé. Et celle-là, elle va pas se poser de question quel est le taux de sucre dans le sang. Elle va se poser les questions, quelles sont les croyances de cette personne, quels sont son système de valeurs, quelle est sa raison d'être, quel est son rêve. Voilà. Et tout ça, tous ces éléments qui contribuent aussi à la santé, puisque quand un individu s'écarte de ce qui est fondamental pour lui, de ses intentions de vie, ben souvent les problèmes de santé apparaissent. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est, je dirais, ce qu'on appelle maintenant médecine alternative ou complémentaire. Il y a plein de noms pour définir que on ne sait pas vraiment comment la définir exactement et aussi parce qu'elle couvre pas mal d'aspects. Et le dernier cadran, c'est l'aspect culturel de la maladie. En fait, l'aspect culturel, c'est qu'est-ce que la société dit de certains comportements qu'on va étiqueter comme malades dans certaines cultures, alors que dans d'autres cultures, non. Vous voyez, hein, c'est curieux, des problèmes de ménopause, ça va exister dans certaines cultures, ça n'existe pas dans d'autres cultures. Donc, il y a bien une vision profondément culturelle de ces problèmes de santé. Qu'est-ce que la société dit quand des maladies comme le sida apparaissent? Voilà. Est-ce que la société est prête à intégrer ce type de maladie ou plutôt la rejeter comme on l'a vu? Qu'est-ce que la société dit de certaines maladies dites mortelles? Voilà. Et pour moi, il y a vraiment ces quatre dimensions et les deux dernières sont souvent les moins prises en compte par le corps médical. Voilà. Et moi, je me sens quelque peu légitime pour apporter une vision plus large sur ces différents aspects de la santé. C'est passionnant. Moi, tu vois, je prends des notes au fur et à mesure parce que Ouais.
Même si je connais un petit peu de quoi tu parles, je suis, voilà, je m'émerveille encore de me dire, ah mais oui, mais c'est vrai, et pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et Ah, justement, comment est-ce qu'il est possible de penser sa santé? alors pour penser la santé, c'est il y a la santé, la santé, on la pense telle que moi je l'ai apprise, c'est-à-dire c'est une vision quelque peu statique. Hein, on prend la définition de la santé de l'OMS. Hein, c'est un état de bien-être, hein, un état de bien-être social, économique, environnemental. Voilà. Il y a une notion d'état qui est une notion très statique pour des gens qui s'intéressent à la PNL, de sciences cognitives. Donc, c'est passé d'une vision très statique et aussi mécaniste. Hein, c'est-à-dire la personne est en bonne santé quand l'ensemble des organes fonctionnent bien. Voilà. L'individu est un ensemble d'organes et si tout marche bien, le foie, la rate, l'estomac et le cerveau, eh ben tout marche bien. Voilà, c'est passer de cette vision qui a un intérêt encore dans énormément de maladies, en particulier les maladies aiguës. Si le cœur, s'il y a un infarctus, eh ben, il faut soigner le cœur. C'est bien évident, ça conditionne la survie de la personne. Mais passer de cette vision quelque part statique et mécanique à une vision plus globale et plus je dirais, systémique. Hein. Vision globale, dans les définitions de la santé, il y en a une, le mot santé vient en anglais du mot, c'est le mot health, et la racine du mot health, l'étymologie, ça veut dire un tout, une globalité, une intégrité, c'est-à-dire cette définition, elle a plus de 1000 ans. L'individu est en bonne santé lorsqu'on respecte son intégrité et son tout, ce qu'elle met dans un tout intérieur et un tout aussi extérieur. Voilà, cette définition, elle a plus de 1000 ans et elle revient maintenant, on la redécouvre, on en redécouvre en tout cas son importance. Hein. Et puis une vision, je dirais, systémique. C'est-à-dire que dans une vision systémique, on ne s'intéresse pas aux éléments du système. On s'intéresse à ce qui relie les éléments. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à deux personnes, on va s'intéresser aux interactions ou ce qu'on appelle les redondances interactionnelles qui vont créer un problème ou pas. Voilà. Alors, eh ben, cette vision systémique, on peut totalement je dirais, l'utiliser en termes de santé. C'est-à-dire que la santé, on va s'intéresser aux relations entre le corps et l'esprit. C'est tout nouveau, cette vision, même si les praticiens le savent depuis longtemps. Pour la médecine, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, les relations entre le corps et l'esprit. On va s'intéresser, on va dire, si la personne est en bonne santé, c'est parce qu'il y a des bonnes relations entre l'ensemble des organes qui constituent cette personne et l'ensemble des parties qui constituent ces personnes. Si les relations sont bonnes, eh ben là, il y aura une bonne santé. Ça, c'est une vraie révolution. Je lisais il n'y a pas longtemps un article médical qui disait finalement le développement d'un cancer ne serait pas dû à des mutations génétiques au sein de cellules, mais des mauvaises relations de ces cellules cancéreuses qui sont devenues cancéreuses parce qu'elles n'ont pas établi des relations harmonieuses avec le tissu environnant. Ça, c'est une véritable mode de pensée typiquement systémique que vont se poser les systémiciens. Donc, penser, oui, la santé en manière systémique, voilà, c'est se dire la personne est un tout composé de différentes parties et que toutes ces différentes parties, si les échanges entre ces différents aspects-là sont opérationnels, fonctionnent bien, eh bien, il y aura un état de santé. Et c'est quand on pense aussi un aspect systémique, c'est se dire les systèmes vivants sont auto-organisés, c'est-à-dire que les parties s'organisent pour répondre à un besoin d'homéostasie. L'homéostasie, d'un point de vue, il y a un aspect biologique de l'homéostasie, c'est ce qui régule notre taux de sucre, notre oxygène dans le sang, notre respiration. Mais quand on pense homéostasie, il y a un aspect aussi profondément psychologique. L'homéostasie, c'est notre système de valeurs, nos buts de vie, nos intentions de vie, de nos rêves, etc. Et quand ces intentions doivent changer profondément,
c'est tout le système interne qui doit se réorganiser pour pouvoir satisfaire ces nouvelles intentions. Ça, c'est vraiment une manière de penser systémique que moi j'ai découvert, en tout cas que je n'ai pas appris dans mes formations médicales. D'accord. Il y a aussi cette notion que les ressources, ça c'est vraiment aussi, que les ressources finalement de guérison existent dans le système. Dans le système, c'est-à-dire dans le corps humain, dans le système. Dans le système plus vaste auquel il accepte de se relier. C'est-à-dire accepter l'idée que nous ne sommes pas des êtres séparés, mais nous sommes des êtres profondément sociaux et profondément connectés avec le monde qui nous entoure, même si on ne sait pas encore mesurer ces médias d'énergie qui nous relient au monde qui nous entoure. Et c'est cette idée que l'humain possède, en tant que système vivant, possède des ressources pour rétablir cet équilibre, se reconnecter à des nouvelles intentions, à de nouveaux systèmes de valeurs et permettre cette réorganisation interne qu'on appelle vulgairement une guérison. C'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est un grand changement parce que tel qu'on est formé, on se dit, mais ça, je dirais souvent, entre médecins, on se dit, mais ça se saurait s'ils pourraient guérir sans nous. En tant que médecin, nous, c'est en tant que médecin, quand même, ça se saurait. Ben, oui, il peut très bien. Hein. Quand je dis il y a auto-organisation, c'est-à-dire qu'il y a au sein du système vivant les ressources pour pouvoir guérir. Hein. Nous guérissons naturellement. Nous savons que nous pouvons guérir de nos plaies sans problème. On ne se pose même pas de questions. Nous savons que nous allons guérir naturellement d'un rhume et plein de petites maladies. Nous savons, donc nous avons confiance en nos capacités de guérison pour des maladies courantes et banales. Alors, et d'un seul coup, on va douter de ces capacités de guérison parce qu'on va dire c'est une maladie grave, ou le corps médical va dire c'est une maladie mortelle. Voilà. Et alors, d'un seul coup, on perd notre confiance en nos capacités de guérison, à notre médecine intérieure, pour pouvoir déléguer notre sort à un avis extérieur et nous conformer parfois aux prédictions médicales. Et voilà. Parce que le corps médical fait en effet des statistiques. Des statistiques sur les taux de guérison à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Mais en fait, ces statistiques ne représentent la population qui a accepté de se conformer à cette prédiction médicale. Voilà, ça c'est quelques éléments nouveaux de cette vision pour moi, globale et systémique de la santé, qui n'exclut en rien, mais absolument en rien, la médecine que j'ai appris, hein, cette vision. C'est en complémentarité. Ah oui, pour moi, je raisonne en termes de complémentarité, tout à fait. Et dans une vision, je dirais, quelque peu intégrale de la santé. D'accord. Et justement, cette santé, cette guérison, quelles sont les conditions pour la guérison et quelles sont les conditions de la bonne santé? Alors, il faut les conditions de la bonne santé. Il y a une définition qui a été qui est parue dans le British Medical Journal, c'est une sommité en matière de journal médical, il date de 2011 et qui disait ces spécificités de santé, et il disait la notion de santé, ça doit prendre en compte la dimension de processus permanent. Hein, ce n'est plus un état de processus de capacité d'adaptation aux difficultés de la vie, hein, problèmes de la vie, donc capacité d'adaptation, en PNL on dirait un processus permanent, et aussi cette notion de prise en charge personnelle, c'est-à-dire que la personne doit se prendre en charge, elle est responsable de la santé, elle ne peut déléguer son état de santé à un système extérieur, hein, voilà. Et donc ça, c'est vraiment des notions qu'on va intégrer dans comment faire pour être en bonne santé. Donc c'est cette notion de processus permanent. Je dois en permanence contribuer à établir ou rétablir un état de santé. Alors maintenant, si on devait parler de guérison, c'est-à-dire quoi faire quand en fait mon homéostasie interne ou externe est complètement déstabilisée, j'ai perdu complètement mon équilibre. Et donc, comment faire pour rétablir cet équilibre interne? Comment permettre au corps de pouvoir
mettre en route cette capacité d'auto-organisation que moi j'appelle tout simplement capacité de guérison. Alors, premièrement, je dirais la première condition, c'est d'avoir une idée de ce que je veux de ma santé. Vous voyez, le corps ne peut se mettre en route cette capacité d'auto-organisation et de guérison si on lui dit pour quelle raison il va déclencher tous ces mécanismes. Donc le point de départ, c'est cette idée de se dire une intention de guérison, non pas un objectif. C'est pas de se dire les médecins ont dit que j'en avais pour quelques mois et moi je veux être en bonne santé et faire un jogging dans 2 mois. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est de se dire, si je n'avais plus ce symptôme, si je n'avais plus cette maladie, qu'est-ce que je voudrais apporter dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais en termes d'état interne? Mettre plus de joie, de gaieté, d'humour, d'activités sportives, peut-être me rapprocher de ma famille, de mes enfants, dire des choses que je n'ai pas fait, réaliser un rêve. C'est ça une intention de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas déterminé, ce n'est pas séquencé comme un objectif. Je ne peux pas me dire tel jour, telle heure, dans tel contexte, je vais me sentir en parfaite santé. Le corps va refuser ça. Donc, c'est de partir, premièrement, de bien définir une intention de santé qui est bien distincte de ce qu'on appelle condition de bonne formulation d'un objectif en PNL. Ça, c'est pas approprié, ça. C'est pas approprié à un but de santé. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le point de départ, parce que s'il n'y a pas une volonté, une intention de santé, le corps médical ou tout accompagnant en termes de santé ne peut rien faire. Le meilleur médecin du monde, le meilleur guérisseur, le meilleur chaman du monde ne peut rien faire si le sujet qui l'accompagne n'a pas une idée une volonté et un but de santé, s'il ne l'a pas décidé. Hein. Et donc, vraiment, le point de départ est cette définition en termes de santé, une idée claire, hein, une direction claire en termes de santé qui va déclencher à ce moment-là le système de guérison va pouvoir se mettre en marche. Le processus d'auto-guérison va pouvoir à nouveau se déclencher. Donc, il y a premièrement une intention de santé. Deuxièmement, il y a besoin d'avoir comment je dirais, un espace de bienveillance et de protection. Ça, c'est Steve Gilligan, quelqu'un que tu connais certainement et que moi aussi j'admire beaucoup, insiste beaucoup sur cette idée que le changement ne peut se faire que dans cet espace entre un client, un sujet et la personne qui l'accompagnant, un espace où la personne va finalement s'autoriser à penser différemment parce qu'elle va se sentir accueillie de manière inconditionnelle, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle pense, elle va s'autoriser à mettre en place un mode de pensée, des comportements qu'elle ne s'est jamais autorisé. Elle va s'autoriser à exprimer ses rêves les plus fous, son intention de santé. Et tout ça, on a besoin d'avoir un cadre de bienveillance et d'acceptation inconditionnelle. Et ça, c'est peut-être la chose le défi le plus grand pour la médecine. En tout cas, moi, je n'ai jamais appris ça dans mes études de médecine, à savoir à prendre le temps d'établir ce cadre relationnel qui est un élément indispensable d'un processus de guérison et qui est un cadre relationnel qui ne doit pas seulement se faire au niveau des comportements, pas seulement une synchronisation pour montrer ma volonté, mais qui doit se faire au niveau de quelque chose de plus profond, au niveau au niveau des modes de pensée, hein, accepter les modes de pensée de mon client, accepter son système de valeurs, accepter aussi l'identité, ses identités passées, à venir, celles qui sont en attente d'émergence, accepter l'individu dans tout son monde intérieur et toute sa subjectivité, accepter l'individu dans, je dirais, sa nature profonde, que l'on pourrait appeler son âme, accepter l'individu dans sa dimension spirituelle. L'acceptation de toutes ces dimensions de la subjectivité est un élément clé. Souvent, on sous-estime l'importance de cet aspect-là. Et donc, une intention, un cadre de bienveillance
Et la troisième dimension, évidemment, c'est quelques rituels. Le rituel qui va souvent, lorsqu'on regarde les problèmes de santé chroniques, on va très souvent retrouver un problème de croyance. Très souvent. Et donc, il va falloir agir sur ce système de croyance. Les maladies, en fait, les individus vivent des expériences parfois difficiles, douloureuses d'un point de vue émotionnel. Et de ce vécu émotionnel difficile et douloureux, il y a quand même comme une image fixe qui va se créer dans le cerveau. Il y a comme quelque chose qui, dans le cerveau, va se cristalliser au niveau du mental et du cognitif. Voilà, tel diagnostic va donner à telle signification. Ou tel événement que je vis un événement difficile, peut-être parfois traumatique ou phobique, ben voilà la conséquence que ça va avoir sur ma vie, voilà ce que ça va m'interdire de faire, voilà comment ça va gâcher ma vie. Voilà, tel événement va donner telle signification. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure d'une croyance. Voilà. Il suffit d'un événement parfois, et ça peut être très rapide, un événement vécu. Quand c'est une croyance facilitante, on ne les touche pas, évidemment. Mais quand c'est une croyance limitante, tel événement va donner cette signification. Et cette distorsion de la pensée va se figer dans le mental. Et on a besoin d'aider la personne à recadrer ça et d'intervenir là-dedans. Alors très souvent, on aide la personne à modifier ses croyances par rapport à des événements du passé. Pour moi, la plupart des interventions sur des maladies chroniques comportent cet aspect de changement de croyance. Voilà. Et puis, une fois qu'on a changé la croyance, il y a besoin d'aider la personne à changer ses habitudes de vie. Si on considère que la maladie est le résultat d'habitudes de vie, voilà, habitudes de vie qui comportent des manières de manger, de bouger, de boire, de respirer, l'endroit où j'habite, les capacités à faire face au stress. Si tous ces éléments-là, toutes ces habitudes de vie ont contribué à me créer un problème de santé, il est illusoire de croire que mon problème de santé va s'améliorer si je ne change pas les habitudes qu'on produit ces problèmes de santé. Donc, je dois inscrire ma guérison dans une discipline, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire au quotidien en commençant le plus tôt possible, aujourd'hui, demain, voilà, quelle est la nouvelle habitude que je vais inscrire dans ce processus de santé qui va contribuer à réaliser mon intention de santé. Et du coup, finalement, qui est guérisseur et qu'est-ce qui est un bon guérisseur? C'est quoi un profil d'un bon guérisseur? Oui. Quand on regarde souvent les définitions des bons guérisseurs, comment ils se définissent? Ils disent, en fait, le bon guérisseur, c'est pas moi, c'est mon client. Ils disent, moi, je crée simplement un espace suffisamment large. Quand ils veulent dire ça, un espace suffisamment large, c'est un espace de bienveillance, d'acceptation inconditionnelle de la personne, mais ils veulent dire aussi par là, créer de l'espace, c'est un espace de ressources. Aider la personne à dépasser, à sortir de son ego qui sépare, pour entrer dans cette dimension plus de sa nature profonde, de cette dimension humaine qui ouvre et qui est capable d'expansion et de s'ouvrir à quelque chose qui est au-delà des personnes. Et les guérisseurs disent, moi je ne fais que ça, et à partir du moment où je fais ça, ce sont mes sujets, mes clients qui mettent en place leur système de guérison. Maintenant, si on devait définir quelques paramètres, quelques facteurs de bons guérisseurs, quels sont ceux que font ceux qui finalement ne rentrent pas dans les statistiques médicales quand on leur dit vous avez une maladie mortelle, vous avez 6 mois à vivre, et quelques années après, on sent en parfaite santé. Voilà, c'est un peu d'affront aux statistiques médicales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'on rassemble un certain nombre d'informations sur ce thème-là, on va pouvoir recueillir quelques paramètres qu'on retrouve très souvent. Alors, parmi les facteurs de guérison, de bonne guérison, on va retrouver souvent l'idée que le sujet accepte le diagnostic, mais va refuser le pronostic. Ça, c'est vraiment un élément clé. Diagnostic, oui. Pronostic, tu peux nous préciser le diagnostic, s'il te plaît? C'est l'étape présente. D'accord.
Alors, le diagnostic, on dira, c'est l'état présent. Voilà. OK, où j'en suis aujourd'hui avec ce que les médecins disent de mon état de santé. Ils vont porter un nom. Monsieur, vous avez un rhume. Bon, ça m'inquiète pas. Voilà. Vous avez une sclérose en plaques, vous avez un cancer, vous avez ceci. Voilà. OK, vous avez un diabète, vous avez. Voilà. OK, ça c'est l'état présent. Ça c'est en l'état présent, on pourrait appeler ça le diagnostic. Et là, c'est important d'être en référence externe parce qu'en effet, les médecins ont des moyens d'investigation que l'individu n'a pas. Et donc, c'est cette idée d'accepter le diagnostic. J'accepte cette réalité médicale, même si le nom ne me convient pas, même si je pourrais dire, j'appellerais autrement l'étiquette verbale que les médecins ont décidé de mettre sur ma maladie. Mais je vais accepter cette réalité médicale, sans faire l'autruche. Parce que si je ne l'accepte pas, je ne peux pas décider d'agir dessus. Donc, j'accepte le diagnostic. Par contre, le pronostic. Alors, le pronostic, si on fait un lien avec la PNL, ce serait l'état désiré. Voilà. Alors, ou le futur possible. Un futur possible. À qui je délègue cet état désiré, ce futur possible? Est-ce que je le délègue au corps médical? Parce que ils ont un niveau d'expertise, ils disposent de statistiques, ou je ne le délègue pas au corps médical, mais j'en prends la responsabilité. C'est une notion très, très, très différente. Et on va retrouver ça comme facteur de guérison, accepter le diagnostic, cette réalité médicale, en se mettant en référence externe, j'accepte l'avis de professionnels de la santé, mais le pronostic, c'est mon affaire. C'est moi qui vais décider. C'est moi qui décide de mon futur. C'est moi qui décide de la signification que je vais donner à cet état présent qu'on appelle diagnostic. C'est mon affaire. Et on va trouver très souvent des personnes qui vont faire comme un bras d'honneur par rapport au pronostic. Ça, c'est moi qui prends la responsabilité de ça. Voilà. Et rien que cette séparation entre diagnostic et pronostic est souvent un facteur important de guérison. Voilà. Un autre élément, c'est la prise de responsabilité. C'est-à-dire, si je suis responsable en grande partie de ma maladie par mes habitudes de vie, ma manière de penser, ma manière de me nourrir, d'agir, si ma maladie résulte de tout ça et donc j'ai une responsabilité, je peux avoir aussi une responsabilité de changer tout ça. Et la responsabilité, évidemment, dans un pays comme la France où on est tellement bien servi en matière de protection sociale, beaucoup de gens pensent que la responsabilité, si je suis malade et si je guéris pas, c'est pas de ma faute, c'est la faute du corps médical parce qu'ils font pas leur boulot, j'ai pas trouvé le bon médecin, etc. Non. Les médecins font le mieux qu'ils peuvent, compte tenu de leurs compétences, ils font vraiment un métier formidable et ils font le mieux qu'ils peuvent. Maintenant, ils font le mieux qu'ils peuvent. Leur efficacité ne peut donner un résultat que si le client, aussi le sujet malade, prend sa part de responsabilité et décide de changer des tas de choses, des habitudes de vie. Et responsabilité, souvent confondue avec la culpabilité. La culpabilité ne sert à rien, on n'a pas d'action dessus, on n'a pas de pouvoir sur la culpabilité. Mais par contre, la responsabilité, se dire j'ai une part de responsabilité dans ma santé, ça veut dire que je peux changer quelque chose. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et la grande question, c'est que parfois, je refuse de l'apprendre parce qu'elle m'interpelle sur qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, pas seulement au niveau de mes conditions alimentaires, d'hygiène de vie, mais dans mes relations. Comment être en bonne santé lorsqu'on vit dans des relations qui ont parfois toxiques, comment aussi être en bonne santé lorsque je vis dans un environnement qui ne contribue pas à ma santé, comment être en bonne santé si je ne réalise pas mes buts de vie, mes rêves de vie, mes ambitions, etc. Voilà. Donc ça, cette prise de responsabilité est importante. Un autre élément, c'est la manière de recadrer l'événement. Recadrer l'événement, voilà, il faut que j'explique. Recadrer, c'est donner une signification différente à l'événement. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit, mais finalement, mon cancer a été la plus grande chance de ma vie.
plus grande chance de ma vie. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire, si on prend cet abord systémique, la maladie, maladie est un signal, c'est un message. Le symptôme, la maladie, est un message que quelque chose ne va pas dans notre homéostasie interne, à l'intérieur de nous, comme dans notre homéostasie, nos relations avec le monde auquel nous appartenons. Voilà. Et ces personnes m'ont dit, mais il a fallu ce niveau, merci mon corps de m'avoir augmenté l'intensité de mon symptôme et de m'avoir provoqué, m'avoir apporté cette maladie pour comprendre combien j'étais à côté de la plaque dans ma vie, combien j'étais à côté de, finalement, ce qui était important, je ne menais pas ma vie. Et finalement, cette maladie m'a rendu service. Merci mon cancer, mon cancer ou mon diabète, ou voilà, quelle que soit ma maladie, la sclérose en plaques, parce que cette maladie m'a aidé à comprendre combien j'étais en marge de ce qui était fondamentalement important pour moi. Voilà. Donc recadrer, c'est donner une signification et un sens différent à cette maladie. Voilà. Grâce à cette maladie, je vais pouvoir changer plein de choses dans ma vie. Un autre élément, c'est donc la découverte du message. Je viens d'en parler. Dans une vision systémique, on va dire le message est le bienvenu. Contrairement à cette vision, je dirais, mécaniste de la maladie, le symptôme, on le traite et on le supprime. La pharmacopée française, la pharmacie française est pourvue de centaines de produits anti-gastriques, anti-douleurs, anti-diabète. Voilà, on a énormément d'anti qui sont des traitements symptomatiques qui trouvent leur utilité d'une manière brève, bien évidemment. Hein, c'est important. Maintenant, quand le message persiste au-delà des anti, tout ça, on a besoin de l'écouter, de ce message, et de l'accueillir, comme dirait Steve Gilligan, de dire welcome. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à dire. Hein. Tu es le bienvenu. Tu as quelque chose à me raconter, donc je vais t'écouter. Et écouter ce message. Très souvent, le message de la maladie, c'est hey, gars, tu es un peu à côté de la plaque. En termes tu ne mènes pas la vie que tu souhaites mener. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu es malade. Hein. Donc, ce message, je l'accueille plutôt que de le combattre et de le rejeter. Un autre élément de facteur de guérison, là, le corps médical est à peu près d'accord là-dessus, c'est le stress. Les gens qui sont en bonne santé savent gérer leur stress. Ouais. Le stress, on ne peut pas y éviter. Ça, on en a tous. Oui, on en a tous. Une vie sans stress, ça n'existe pas. La seule différence, c'est est-ce que je le gère bien ou je le gère mal. Et plus que le stress, c'est la croyance sur les effets du stress. Il y a plein d'études qui montrent que finalement, ce n'est pas le stress qui est important, parce que le stress fait partie de toute vie humaine, mais la croyance que je peux avoir sur l'effet négatif du stress. Autrement dit, si j'ai la croyance que le stress fait partie de mon bon fonctionnement normal, hein, et que je ne lui prête pas des effets aussi négatifs qu'il peut avoir, et ben je peux être en aussi bonne santé que des gens qui n'ont pas de stress. Donc la croyance sur les effets du stress sont aussi importants que le stress lui-même. Voilà. Un autre élément, important, c'est ce que j'appelle, les pénistes diront référence interne par rapport aux références externes. Référence interne, ça veut dire que quand je prends une décision, quand je décide de quelque chose, de ce qui est bien, mal, beau, laid, juste ou faux par rapport à ma santé, pour décider, il faut une norme, un standard. Soit je décide par rapport à mes propres normes, qui sont mon système de valeurs, hein, mes critères, mes normes, on appelle ça référence interne. C'est moi, je décide par rapport à mes normes. Référence externe, c'est-à-dire je décide par rapport à des normes extérieures. Les médecins l'ont dit, donc ils ont raison. Hein. Ma famille a dit, mon voisin a dit, mon conjoint a dit, ce qui est bon ou mauvais pour moi, donc je vais accepter ça. Voilà. Et la référence interne, on va retrouver ça comme facteur important de guérison. C'est-à-dire que la personne va décider, c'est moi, va dire c'est moi, je sais mieux que tout le monde, pas sur le diagnostic, mais sur le pronostic de ce que je peux faire de ma maladie, du sens que je vais y donner et de ce que je vais changer dans mes habitudes de vie pour retrouver un état de santé. Voilà, ça c'est un élément important, cette référence interne.
L'autre facteur aussi qui contribue beaucoup à la guérison, ce que j'appelle la structure du miracle, et des expériences de type transpersonnel ou spirituel. La structure du miracle, j'appelle ça cette capacité à miracle. En médecine, c'est un passage extrêmement rapide d'un état présent à un état désiré. Voilà, hein, on pourrait appeler ça comme ça. C'est tellement rapide qu'on ne sait pas l'expliquer. Mais on va retrouver dans la plupart de ces guérisons dites miraculeuses une connexion de type transpersonnel. Voilà, je me connecte à quelque chose de plus grand, de plus vaste que moi, qui va probablement contribuer à m'apporter les ressources dont j'avais besoin pour guérir. Un autre élément important, c'est cette notion de résilience. Voilà, la notion de résilience, c'est dire que on se rend compte que des personnes qui ont eu dans leur vie, dans leur passé, des expériences difficiles et qui ont su dépasser ces expériences difficiles, ça peut être un événement de santé, bien évidemment, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être, voilà, quel que soit l'événement difficile, confronté à un événement difficile, mais avoir cette capacité à dépasser cet événement, mise en place donc la résilience est une compétence. Lorsqu'ils ont su le faire dans le passé, eh ben, cette compétence sera disponible pour dépasser un problème de santé quand un problème de santé grave surviendra. Voilà. Ça, c'est aussi un élément important. Et puis, le dernier peut-être point, c'est la mise en application de tout ça. Hein. C'est-à-dire que transformer tout ça en un plan d'action. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai appris que j'ai une maladie dite grave et parfois mortelle, j'ai défini une intention de santé pour aller à l'opposé un peu des prédictions médicales. Qu'est-ce que je vais changer dès maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, hein? Et ça, c'est vraiment, ça nécessite aussi une discipline de vie. Et d'ailleurs, lors de l'atelier, tu vas nous faire expérimenter une ou deux choses, je crois. Un ou deux éléments, en effet, ce sera avec grand plaisir. Le 29 à 18h30, donc ce sera le moment où on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir profiter de ta présence pendant 1 heure. Là, c'était censé être un quart d'heure, mais moi, j'ai vraiment beaucoup appris et je vois le plaisir et vraiment, tu incarnes cette santé systémique et vraiment, merci pour ce que tu fais. Et donc, lors de l'atelier, on va pouvoir aller plus loin et j'ai hâte. Ça sera avec grand plaisir.